Laurent Esso n'aime pas la presse, comme tous les sanguinaires. Mais il utilise toujours des hommes sans prestance qui font semblant d'être dans la presse, qui lui font des louanges et qui combattent d'autres journalistes. Laurent Esso n'a jamais pardonné à un journaliste de se mêler de ses affaires. Et aujourd'hui, certains veulent nous faire croire que ce complot a été monté de toutes pièces pour non seulement incriminer Jean-Pierre Amouk-Bellinga, mais aussi le tout innocent, puissant, chrétien, croyant, musulman et tout ce que vous voulez, le multipolygame. Écho. Pourtant, c'est bel et bien un réseau qui a été démantelé par Martinez Zogo. Martinez Zogo a donc été sacrifié parce que Laurent Esso ne voulait pas d'obstacle avec Amouk-Bellinga sur leur chemin. Et je devrais rappeler ceux qui disent que, attendez, hein, vous croyez quand même que un patron de la DGRE avec un directeur des opérations, ils auraient pu faire telle ou telle erreur? Ce n'est pas une erreur. C'est de l'orgueil. Parce que ça a toujours existé, parce qu'ils n'ont pas souvent été punis. Jusqu'à un certain moment, bam. Rappelez-vous de l'assassinat de ce journaliste, qui était aussi reporter, qui était correspondant de Reporters sans frontières, Jules Koumkoum. À l'époque, on croyait que, ou plutôt Mbengo, qui était aussi secrétaire général de la présidence, qui était passé par la délégation générale de la Sûreté nationale, qui a même été ministre de la Défense, et qui se croyait tout puissant, d'autant plus qu'il bénéficiait de la confiance de Paul Biya. Il pouvait se permettre tout, assassiner n'importe qui. Mais, ce que les gens ne savent pas, c'est que, même si Mbengo s'est retrouvé en prison, c'est parce qu'il a commis aussi les mêmes erreurs que Laurent Esso. Lorsque Jules Koumkoum commence à parler de l'enrichissement illicite et à citer la richesse, les marchés fictifs de Mbengo, qu'est-ce que Mbengo va faire? Même chose. Il va demander à la CEMIL de les pieds. Comme on a aussi fait avec Martinez. Lorsque Martinez commence, on a activé la DGRE. Jules Koumkoum avait été assassiné le 4 juillet 2011 par un camion. Un camion groumier, après que sa voiture ait été piégée, et c'était en Sam. Curieusement, c'est là-bas où Amouk-Bellinga aussi parti investir. Jules Koumkoum, après son assassinat, on disait que c'est juste un accident. Sauf que quelqu'un s'est levé lui-même pour venir donc nous démontrer pour la première fois que les ministres camerounais utilisent les services secrets pour assassiner des journalistes. Ce monsieur s'appelle Lambert Yenabega. Il était venu accorder une interview en 2014, et plus exactement à camerouninfo.net, c'était le 17 janvier. Dans son interview, il raconte que lui, il est agent secret de la sécurité militaire et que c'est son patron hiérarchique qui lui a dit qu'il faut éliminer Jules Koumkoum.
Et son patron hiérarchique, c'était qui? Le colonel Robert Henri Bidja. Et il va plus loin. Il donne tous les détails de l'opération. Il dit Jules Kounkoum était en train d'atteindre le moral des troupes, alors que Mbongo était ministre de la Défense. Donc, Mbongo a chargé le patron de la CEMIL, de la sécurité militaire, Robert Henri Bidja, que mets-moi une opération pour l'éliminer, propose-lui d'abord de l'argent. On avait proposé quelques millions à Jules Kounkoum qui avait refusé. Et l'agent secret de venir avouer devant les journalistes que c'est à partir de cet instant qu'on a dit son compte est bon, c'est réglé. Quand Jules Kounkoum est mort, a été assassiné, les faux journalistes recrutés par le réseau Mbongo et les Amoubelinga et les machins, parce qu'à cet instant, il avait déjà son journal, Amoubelinga. La question qu'il posait et qu'il mettait dans les oreilles des Camerounais, qui a remis les documents à Jules Kounkoum, c'est celui-là qui l'a assassiné. C'est le même scénario qui nous font croire aujourd'hui. Qui a remis les documents à Martinez Zogo? Ils avaient accusé à l'époque Reporters sans frontières de vouloir déstabiliser le Cameroun et de raconter les mensonges. Quand Reporters sans frontières a dit que c'est un assassinat, ils ont dit Reporters sans frontières ment. Ils n'ont pas vu sur le réseau. Oh machin, l'autopsie, on a demandé ceci et tout. Ils ont raconté des choses aux Camerounais. Ils étaient payés, les soi-disant journalistes. Maintenant, le gars vient avouer. Robert Henri Bidja, colonel de la CEMIL, il n'a jamais nié. Ils ont assumé l'opération en disant que l'État, quand il est menacé, surtout lorsque un membre du gouvernement est attaqué, surtout comme Bongo, qui leur donne le feu vert d'agir, ils doivent agir. Ils doivent détruire. Et ils ont détruit Jules Kounkoum. Paul Biya n'avait pas agi. Il avait attendu. Bien évidemment. Mais Bongo se voyait tout puissant. Il avançait. Mais quand Paul Biya a agi, non seulement Mbongo, mais sa femme aussi est tombée. Pour ce crime-là. Aujourd'hui, les mêmes gens recommencent à nous dire que c'est Martinez Zogo qui a cherché son assassinat. Ou plutôt que c'est des gens qui seraient quelque part, qui ont fait un complot pour venir accuser Jean-Pierre Amoubelinga. Exactement comme il disait pour Mbongo. Avant que l'agent secret lui-même vienne avouer, vienne tout vomir. Comment ça s'est passé? Point par point. Ce qui est beaucoup inquiétant, c'est que derrière tout ça, celui qui est supposé être l'avocat de Jean-Pierre Amoubelinga, dont Maître Tchunga, alimente les réseaux sociaux avec les fake news. Pendant ce temps, les bras armés de Jean-Pierre Amoubelinga envoient de l'argent à des lanceurs d'alerte pour créer non seulement la diversion, mais même créer un soulèvement, comme si Jean-Pierre Amoubelinga et aussi Eko et tous les gars de la DGRE étaient innocents et que peut-être même Martinez Zogo n'a jamais été assassiné. Vous avez pu le constater depuis un certain temps. On multiplie les publications, soit pour revendiquer l'autopsie, soit pour dire que les documents, les pièces
ont été volés. Première des choses, quand Maître Tchunga envoie de tels écrits qui sont publiés, mais il prend des Camerounais pour qui? Vous pouvez imaginer qu'une enquête prescrite par le chef de l'État, l'enquête est mixte, police, DGSN, et Maître Tchunga fait raconter aux gens qu'en réalité, si vous avez vu tel, ceci ou cela qui ne nous remettent pas, c'est que on a déchiré le PV. On a déchiré le PV. Le PV qui innocentait. Écho. Seigneur, un PV a été déchiré, dont les pièces sont perdues. On a d'abord dit les pièces sont perdues. Maintenant, on dit que le PV a été déchiré. Mais vous prenez des Camerounais pour des imbéciles? Une commission mixte est faite de beaucoup de corps. C'est-à-dire que Mbargangele était représenté. En dehors du commissaire Emmanuel Mané, qui a été chassé parce qu'il envoyait des choses, il disait tout ce qui se passait à Tchungang et au lanceur d'alerte de Paris. Eh bien, les autres étaient là et faisaient un travail d'équipe. C'est-à-dire que gendarmerie, police, sans oublier que cela était aussi supervisé par le ministre délégué chargé de la Défense, lequel devait aussi rendre compte au chef de l'État via le contre-amiral. Comment quelqu'un, au bout d'un mois, peut prendre seulement un papier, il dit, bon, voilà, nous sommes à minuit là, bon, je déchire ça comme ça, wop, wop, wop. Hey, c'était devant qui? Et au-delà de ça, c'est des milliers et des milliers, c'est des milliers d'auditions qui ont été faites, co-signées. Et au-delà de ça, on utilise les machines. Quand on va faire une enquête, la police va donc prendre ses copies. Le CED prend ses copies, sans pour autant oublier le côté BIA qui doit avoir toutes les copies. Donc tout ça, un monsieur s'est levé, il a déchiré ça comme ça. On dit que non, en fait, le commissaire du gouvernement était du côté de Écho. Vous voulez donc nous faire comprendre qu'effectivement, le commissaire du gouvernement, Belinga Serlet, a été corrompu. Parce que s'il est déjà du côté des mafieux, des assassins, nous comprenons donc pourquoi est-ce qu'il a seulement mis complicité par aide. Complicité par aide. Et de se trahir. Vous ne pouvez pas nous dire que les pièces sont portées disparues alors que tout un chacun connaît que dans l'administration et concernant les enquêtes, non seulement les PV sont conservés, le dossier, le fond est conservé, mais au-delà de ça, tout va aussi, non seulement pour les chronos, archives, et bien sûr, les enquêteurs transmettent un original avec des copies à celui qu'on appelle le commissaire du gouvernement, donc eux-mêmes gardent aussi des copies. Lequel commissaire du gouvernement va faire des réquisitions en donnant, il a 2 copies et il envoie l'original, bien sûr, à celui qui est le juge d'instruction avec ses réquisitions. Dites-moi. Donc tout ça là, le bandit l'a entré par où? C'était la souris. Tu entres d'abord au CED, tu voles les pièces. Après, tu pars rapidement chez le commissaire du gouvernement, tu voles toutes les pièces. Tu cours là-bas à la délégation générale de la Sûreté nationale, tu voles les pièces. Au niveau du CED, tu voles les pièces. Tu pars à étudier, tu voles les pièces. Mais cependant, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu braquage au CED? Est-ce qu'il y a eu vol déclaré?
faut quand même que tu arrêtes. Comment on peut vous dire qu'il y a eu vol alors que l'administration ne déclare pas vol? C'était la sorcellerie. Donc on est même parti voler aussi chez Paul Biya là. On dit que wow, l'enquête est bloqué. L'enquête est bloquée. Après on dit, oh bon, attendez. Là, le commissaire du gouvernement, non, le juge d'instruction vient de nous écrire que non, il ne nous remet plus les pièces. En vertu de l'article 165. Mais vous avez dit que les pièces, tout a été déchiré. Donc, vous vouliez qu'ils vous remettent les choses qui ont été déchirées ou quoi? Tout a été déchiré. Vous dites maintenant encore, vous venez publier que non, en fait, on refuse de nous remettre le dossier. Vous avez dit que le dossier a été déchiré. Oh. Mais vous voulez encore quel dossier? Il fallait aller ramasser dans la poubelle, non? Comme ça, vous venez avec le scotch, vous collez, puisque c'était déchiré. Maître Tchungang avec ses journalistes de criminologie, là. Hey! Non, votre part université là, j'ai déjà cherché. Moi, je cherche. Dites-moi même là où vous avez eu vos doctorats de cricocotapocotologie là. Dites-moi. Ah! Après, on se lève. On dit que on demande l'autopsie. Et l'autopsie n'est plus là. Oh, nous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de vouloir nous cacher l'autopsie. Nous voulons, conformément à l'article 165, on vous a expliqué que l'article 172, alinéa 3 du Code de procédure demande que l'avocat doit consulter le dossier juste 24 heures avant les interrogatoires ou les confrontations. Pour l'instant, vous n'avez même pas eu notification pour les interrogatoires ou pour les confrontations. Mais vous dites que nous, on a déjà payé. On a déjà payé. Nous, on veut seulement les pièces qu'on a déchirées. Mais vous avez payé les pièces qui ont été déchirées. Vous voulez déjà partir avec ça? À la justice de Laurent Esso, à la cour d'appel, à la cour de Laurent Esso. Mais ce qui est encore inquiétant dans toutes ces choses-là, c'est que ces gens nous disent aujourd'hui que c'est eux qui ont refusé qu'on enterre Martinez Zogo. Or, c'est nous qui avons dénoncé cela. Puisque Jean-Pierre Amgobelinga, bien évidemment, voulait, par le touchement de créance, la demi-sœur de Martinez Zogo, que l'enterrement se fasse le plus vite possible. Pour qu'on dise tout simplement que non, on reste là sur machin, peut-être qu'il y a eu torture, peut-être qu'il n'y a même pas eu torture, et tout et tout. Le 10 mars, à 10 h, mais les Foudapé, n'est-ce pas qu'ils étaient aussi avec la même créance? Et puis il y a eu une réunion à l'esplanade du ministère de la Communication. N'est-ce pas qu'il était convenu avec le docteur Zogo qu'on aille regarder l'endroit où on devait rapidement enterrer Martinez Zogo? Pourquoi tout cela a été pressé? Aujourd'hui, il commence donc à préparer des gens à une autre hypothèse. Celle-là est beaucoup plus grave. Celle-là, c'est que l'autopsie n'est pas faite parce qu'en fait, il n'existe pas de cadavre de Martinez Zogo. Le cadavre aurait été volé. En réalité, c'est un plan qu'ils ont monté pour détourner le cadavre de Martinez Zogo. Puisqu'ils ont été incapables de l'enterrer,
Ils font semblant de dire que non, on veut savoir s'il y a eu les tests, si on a fait les empreintes digitales, les empreintes quoi là, s'il y a eu l'autopsie. Parce qu'ils veulent savoir là où on les tient. Pour qu'ils cherchent comment rapidement parader. Mais comme ils savent que ce cadavre-là va montrer, va prouver que Martinez Zogo a été torturé, ils veulent donc s'en débarrasser. Et pour se débarrasser, la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Ils commencent à vous parler. Et vous allez voir dans les jours à venir qu'ils vont vous dire que le cadavre de Martinez Zogo a été volé. En fait, c'est un plan qui a été bel et bien ficelé, monté, étudié et qu'ils vont chercher à appliquer. J'interpelle donc les autorités camerounaises. Parce que Crescence était déjà partie voir elle-même le commissaire du gouvernement. Et elle est revenue dire à la famille que le commissaire du gouvernement lui avait dit que le cadavre n'est même pas, la dépouille n'est pas scellée. Donc elle pouvait enlever ça à tout moment. On peut donc prendre ou remplacer la dépouille, le cadavre de Martinez Zogo. Les défenseurs de Jean-Pierre Moubelinga veulent nous faire croire que le cadavre qui a été ramassé est Bogo. Ce n'est pas la dépouille de Martinez Zogo. Ils commencent donc à vous préparer avec leur topo. La réalité est fausse. La réalité est que ce qu'ils disent est faux. Parce que voici la réalité. Lorsque la dépouille est découverte, il y a eu des tests. Première des choses, on a appelé la famille Martinez Zogo, donc Diane Zogo. Et il y a aussi eu sa tante, qui sont partis reconnaître le corps. Vous n'allez pas quand même dire que une femme ou sa famille ne reconnaissent plus le corps. Ils ont reconnu le corps. Première des choses, mais ça ne s'est pas arrêté là. Puisque lorsque la dépouille est arrivée au niveau de l'hôpital central, on a demandé justement qu'on fasse des tests ADN. Et pour faire ces tests ADN, on a sollicité d'abord le petit frère de Zogo, Martinez, parce qu'on demandait, pour faire ces tests-là, c'était le frère Mémère. Or, Crescence n'est pas Mémère avec Martinez Zogo. Sali Zogo n'a pas voulu se lancer. Le lendemain, la grande sœur de Martinez Zogo qui vit en France, l'une des grandes sœurs, parce qu'il y a deux, est arrivée à l'hôpital central avec le fils de Martinez Zogo. On leur a fait donc des tests ADN pour effectivement confirmer que c'est la dépouille de Martinez Zogo. Si Amougou Belinga et ses zombies veulent actuellement se débarrasser du cadavre de Zogo en utilisant le professeur Joseph Fouda, le directeur de l'hôpital central, je commence à alerter l'opinion parce que j'ai appris que le docteur Mogué devrait être sollicité pour cette opération parce que c'est elle qui est chargée de la mort. Je devrais dénoncer cela. Parce qu'en réalité, il est facile de changer de cadavre ou même d'enlever un cadavre à la place d'un autre à l'hôpital central. En 2021, et plus précisément en décembre, le directeur de l'hôpital général, en la personne du professeur Joseph Fouda, avait publié un communiqué qu'il y avait 119 cadavres qui étaient abandonnés à l'hôpital central et que ceux des membres de la famille qui voulaient n'avaient qu'à venir les récupérer. Faute de quoi, ça allait être inhumé dans les fosses communes.
juste après la mort de Martinez Zogo, dans le 19 janvier, le même directeur nous a quand même dit que il y avait aussi 56 corps qui étaient abandonnés dans les morgues de l'hôpital central de Yaoundé et qui attendaient que leurs propriétaires ou ceux des membres de la famille qui peuvent venir reconnaître qu'ils viennent les récupérer, faute de quoi, bien évidemment, le préfet et d'autres personnes vont donner l'autorisation pour qu'on mette cela dans les fosses communes. Ceci montre jusqu'où, parce qu'il y a une loi qui a été faite, enfin, c'est un arrêté du ministre de la Santé datant du 1er avril 2013 qui dit que un cadavre qui passe, le dépôt qui passe 60 jours à la morgue, même s'il est identifié, ce cadavre-là peut être déjà un cadavre abandonné. Tout le monde peut venir récupérer. Tout le monde peut venir récupérer. Le risque ici est quoi? C'est qu'il y a des trafiquants, parfois d'organes humains, et j'ai d'ailleurs eu à dénoncer cela en mars 2021, qui viennent non seulement récupérer des corps à l'hôpital central, mais d'autres font même un effort de changer des cadavres avec d'autres. Parce qu'il sait que, par exemple, c'est tel cadavre que je cible, il dit au morguier que c'est celui-là que je veux, qu'il soit sous ce caisse, sous ceci et cela, allez, ils enlèvent ce cadavre-là. Et c'est le risque que nous courons avec la dépouille de Martinez Zogo. Ces gens sont prêts et ont déjà commencé à nous informer que, en fait, en réalité, on n'est même pas sûr que c'est le corps de Martinez Zogo. Moi, je vous dis, il y a eu les tests ADN qui ont confirmé. Ils ne peuvent pas nous dire le contraire. Le cadavre de Martinez Zogo ne doit donc pas disparaître pour qu'on vienne nous présenter, peut-être demain ou après-demain, le cadavre d'un chimpanzé ou le cadavre d'un fou qu'on est parti ramasser peut-être au niveau du CHU ou bien là où se trouve Docteur Ntoné. Nous devons et nous alertons les autorités camerounaises parce que Maître Tchungang est à la manœuvre pour absolument détruire l'enquête, pour mettre les bâtons dans les roues pour que justice ne soit pas faite. Et ils vont utiliser tous les moyens de, pas seulement communication, mais de corruption pour pouvoir saper en néant cette justice dont on a besoin parce que beaucoup de personnes sont concernées. Aujourd'hui, quand vous regardez la rapidité, l'habileté avec laquelle on tente non seulement de dire que Jean-Pierre Moubelinga doit aller à l'hôpital, doit faire ceci et tout. Maintenant, il doit aller en habeas corpus. Maintenant, on dit que non. Comme on a refusé de remettre certains documents, qu'on nous a dit pourtant qu'ils étaient déchirés, maintenant, ces documents-là, on repart encore à la cour d'appel. En attendant, il y a déjà le 13. Et en attendant, on veut faire ceci et cela. On nous embrouille. On essaie de nous détruire, de distraire. On vit avec ceci et cela. Ce qui se passe aujourd'hui est que Martinez Zogo, s'il a été tué, c'est parce qu'il détenait des documents compromettants contre Jean-Pierre Moubelinga. S'il a été tué, c'est parce qu'il énonçait le nom clairement de Louis-Paul Motazé. Et tout un chacun sait que derrière ce réseau se trouve, bien sûr, Laurent Messot. Tout un chacun sait le rôle qu'a joué Mvondo Yolo pour que Martinez Zogo aille en prison. Et parce qu'il savait qu'avec des révélations qui s'enchaînaient, on allait découvrir tout son réseau.
lui aussi, celui-là qui même avait menti à Paul Biya qu'il fallait laisser Amour Belinga repartir en République centrafricaine, celui-là même qui a autorisé des bandits venant de Paris d'entrer non seulement à étudier, mais de venir aussi prendre des milliards. Vous avez suivi comment est-ce qu'ils ont pris dans les caisses de l'État 9 milliards, soi-disant que c'était pour une histoire où Jean-Pierre Amour Belinga, avec sa société forestière, a remporté un procès contre l'État du Cameroun. Ça n'a jamais existé. Tous ces documents étaient en train de sortir. Il y a toujours un mobile. Et ce mobile, il fallait éliminer Martinez Zogo. Et ils l'ont éliminé. Et aujourd'hui, des journalistes qui devraient s'interroger parce que c'est notre profession qui est attaquée. C'est eux qui sont les premiers à chercher comment disculper Jean-Pierre Amour Belinga. C'est eux qui sont les premiers à chercher à disculper Maxime Ekweko, qui prend sa défense. Oh, Maxime Ekweko, il ne pouvait pas faire une telle erreur. Il ne pouvait pas faire ceci et cela. Dans tous les crimes au monde, aucun crime n'est parfait. Eux, ils sont là. Ils se disent que c'est l'homme à la banque. L'homme à la banque peut mettre tous les services secrets en prison. Le patron des services secrets en prison, lui seul, il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Puisque lui-même, il est assis sur un siège éjectable avec les affaires de la canne, du Covid. Quel pouvoir peut-il avoir? Bien au contraire, c'est Laurent Esso qui avait déjà un pouvoir hors norme. Souvenez-vous, du 25 octobre 2022. C'est Paul Biya qui a dû intervenir et frapper la main sur la table. Parce que Laurent Esso avait déjà fait signer un mandat d'amener contre qui? Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui a reçu mandat de Paul Biya. Laurent Esso s'est levé et le même journaliste était content de dire c'est fini, l'homme à la banque est mort, il est tombé. Quel ministre peut faire ça si ce n'est pas un chef d'État? Tu arrêtes le plus proche collaborateur du chef d'État. Quand toi tu étais secrétaire général à la présidence de la République, tu donnais les instructions à tout le monde. Tu utilisais les moyens d'État. Mais l'autre, quand il arrive là, tu dis bon, écoute à tout. Récupère-nous d'abord tous les trucs, tous les actifs là. Allez, de l'ONCPB. Tu récupères ceci, tu récupères cela et tout et tout. Et puis, maintenant, allez, mes gars, justice là, allez, vous prenez un homme qui est nommé par Paul Biya. Ministre d'État. C'est pour suivre l'État. Puisque ne serait-ce que pour 2 minutes d'arrestation, c'est déjà très grave. Cela veut dire que il a perdu le pouvoir. Comment vous pouvez comprendre que le même Laurent Esso, qui dit donc qu'il respecte les institutions de la République, que non seulement on lui demande d'arrêter, de ne plus continuer à accorder la confiance à Lazare Atou. C'est Paul Biya qui le dit. Laurent Esso dit, je m'en fous. Atou continue. Il prend même les stations d'autrui, il donne à Amour Belinga. Comment vous pouvez comprendre qu'en août 2021, Paul Biya, par décret présidentiel, nomme Danoué directeur des opérations. C'est le même décret qui nomme Ekweko
patron de la DGRE. Et Kweko vient, il enlève Danoué. Il dit, hein, le chef d'État non, et toi tu viens enlever. Cela veut dire que parce qu'il obéissait uniquement aux ordres d'un autre patron, ou alors parce qu'il était déjà patron. Comment un journaliste ou des lanceurs d'alerte peuvent vouloir faire comprendre aux Camerounais que le chef des renseignements n'est pas au courant que les éléments de la DGRE, qu'il est supposé avoir les rapports tous les jours, avoir au téléphone, avoir en visioconférence, qui ne se rendent pas compte pendant 2 semaines, qui sont absents de leur pause, qui ne se rendent pas compte, qui sont en train de tuer à Yaoundé, d'épier un journaliste, de courir avec les instruments de la DGRE. Comment vous voulez comprendre ça? C'est une honte. Mais vous savez, quand on travaille pour de l'argent, quand on n'a pas peur de l'argent du sang, quand on se moque des innocents, on finit soi-même de la même façon. La trahison, les compromissions se payent cher. Ceux qui aujourd'hui ne veulent pas la justice pour Martinez, ils vont le payer cher. La fidélité de l'argent à des malfrats, des assassins. Vouloir absolument les blanchir. Alors que le peuple pleure. Vouloir organiser une libération pour qu'il y ait par la suite un soulèvement. C'est ça le coup d'État que Laurent Esso est en train de vouloir organiser. Libérer Amour-Belinga n'est qu'une version du coup d'État scientifique qu'ils avaient déjà programmé avec des journalistes. Parce que vous avez vu, au niveau des émetteurs, vous savez pourquoi tout le monde doit parler comme eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis prendre Télé Sud? Parce que c'était pour préparer la communication. Pourquoi ils sont partis prendre Africa 24? Tous les outils sont réunis pour démontrer que c'est un coup bien préparé à l'avance. Et quand on regarde malheureusement ceux qui sont là aujourd'hui, qui se disent fidèles à Jean-Pierre Amour-Belinga, combien sont-ils encore là? Ils sont dans des pleurs, les pleurs du mollet. Allez voir ce qu'est devenu Ernest Obama qui continue à avoir un peu d'argent. Comment est sa pauvre maman? Comment est maintenant son père, Bikoro, qui a même été chassé de la prison par Jean-Pierre Amour-Belinga? Oui. Jean-Pierre Amour-Belinga est-il au courant que son meilleur ami a pris cette femme assez jolie avec qui il faisait quelques acrobaties? Je vais revenir pour vous donner encore quelques ingrédients de cet amour qui se passe loin de Kondengui pendant que Jean-Pierre Amour-Belinga, lui, ne regarde désormais que des photos, ou plutôt va se masturber dans des toilettes en criant encore beaucoup plus fort. Parce qu'au dortoir, au parloir, même là-bas, ça risque de devenir terrible. Mais Laurent Esso est en train de mettre tous les moyens en œuvre pour le sortir de là. Si l'État est faible, le peuple agira. Laurent Esso et Amour-Belinga, considérés comme des malfrats, doivent être traduits et doivent subir la loi. Parce que personne n'est au-dessus. Et parce que le sang de Martinez est bel et bien amer
et va vous pousser à faire des erreurs, vous allez vivre la terreur. Ce ne sera pas la simple folie, la schizophrénie. Beaucoup vont marcher nus. Et ceux qui sont en train de manger cet argent, qui se disent qu'ils verront même leurs investissements brûlés, qui verront leurs enfants devenir mongols, qui verront leurs femmes s'enfuir, qui verront tout leur environnement se détruire, parce qu'on ne s'attaque pas à la vie d'un journaliste qui a choisi de dire la vérité, de sauver des vies, qui s'est sacrifié comme Jésus.